Bonjour et bienvenue à Saint-Ginier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une paroisse de Marseille et je suis le Père Julien Fleury. On vient de terminer des travaux sur le toit en zinc de l'église et c'est l'occasion de relire une page de notre histoire paroissiale ici à Saint-Ginier. Une page qui va nous ramener, tenez-vous bien, au VIe siècle avant notre ère, quand Marseille était une ville grecque et ne s'appelait pas Marseille mais Massilia. Et pour cela, il faut partir de l'année 1897. En 1897, la statue du Sacré-Cœur, qui domine encore l'autel dans le chœur de l'église, a été inaugurée et bénie. Le curé, le père Monjardin, curé de janvier 1891 à octobre 1898, avait fait une homélie impressionnante dans le style de l'époque, si bien que le sermon s'était retrouvé dans la presse locale. Le sermon du curé fait sourire, mais il a aussi le mérite d'évoquer un élément de l'architecture de notre église qui a aujourd'hui disparu et dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du paratonnerre. Et nous verrons que ce paratonnerre nous permet justement d'évoquer une période de notre histoire beaucoup plus ancienne. Dans son homélie de 1897, le père Monjardin comparait le nouveau paratonnerre dont venait de se doter la paroisse à la statue du Sacré-Cœur qu'il inaugurait ce jour-là. Et il disait avec beaucoup d'emphase, je cite, « Il y a quelques mois, pour enchaîner la foudre du ciel et l'empêcher de frapper encore notre chère Église, nous en avons armé le faîte de tiges protectrices. Aujourd'hui, contre la foudre vengeresse d'un Dieu outragé, bien autrement terrible que le fluide orageux, votre piété a élevé l'image bénie du Sauveur lui-même. Aussi pouvons-nous dire avec une sainte audace à l'ange des colères divines, arrête, le cœur de Jésus est là. » Fin de citation. Au début de l'année 1897, en effet, la foudre était tombée sur la croix en pierre qui dominait la façade et l'avait brisée sans faire d'autres dégâts. Et un brave artisan était venu placer un paratonnerre. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, en septembre 1899, le fluide orageux, pour reprendre l'expression du curé, s'est à nouveau permis de tomber sur l'église de Saint-Ginier et de démolir l'appartement du sacristain. Il reste encore quelques marques de cet incident. Il y a les pierres en bas de l'escalier, montant à la tribune. Il y a la boîte aux lettres du sacristain, dont l'appartement se trouvait juste en haut de l'escalier. Cette boîte aux lettres témoigne de l'occupation du lieu. Et puis, il y a le plafond endommagé qui n'a jamais été réparé. Heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. Un nouvel impact devait se produire à nouveau en novembre 1900 avec quelques dégâts matériels. Et le nouveau curé, le père de Barbarin, a donc fait étudier la question par un ingénieur et la paroisse a posé en septembre 1902 le paratonnerre actuel, doté de 2 très longues aiguilles de 4 mètres environ et aux extrémités des pointes conductrices en cuivre. On voit les 2 techniciens installer une échelle le long d'une des 2 aiguilles et couper l'extrémité, cette extrémité que je tiens en main. Voilà. Donc ils ont remplacé cette tige en cuivre et en acier, qu'on appelle aussi une pointe Franklin, par un autre dispositif plus perfectionné. La tige de 1902 a quand même bien tenu et on peut voir, je vous montre, la section en acier, un acier de très très bonne qualité. Et ça, c'était le mardi 30 juin dernier. Si vous levez à présent les yeux vers la toiture de l'église, vous pourrez apercevoir la petite boule qui est en fait un dispositif d'amorçage. On a donc gardé une seule des 2 tiges, la plus proche de la façade, et au sommet, on a placé une électrode. C'est un capteur qui détecte l'électricité statique dans l'air et émet aussitôt une étincelle. L'étincelle attire l'éclair et le canalise vers le sol en suivant un tracé le plus rectiligne possible. La décharge électrique peut donc descendre le long de la façade grâce à ces 2 bandes conductrices en cuivre et disparaître dans la terre sans faire aucun dégât à la structure. L'autre tige, du côté de la rue Paradis, a été tronçonnée en plusieurs morceaux et descendue. Chacune devait peser une centaine de kilos. Les techniciens m'ont donné cette information intéressante pour nos archives. La société Indelec, qui a fait un travail très soigné, a planté pas moins de 6 pieux en cuivre de 5 mètres, chacun devant l'entrée. Et chacun de ces pieux a été enfoncé sans difficulté dans un sol plutôt meuble, de part et d'autre de l'entrée de l'église. Et les tiges enfoncées au marteau-piqueur se sont toutes arrêtées
à la même profondeur, c'est-à-dire 5 mètres sous le bitume. Ce qui signifie que lorsque les ouvriers ont construit l'actuelle façade en 1874, 7 mètres en direction de la place, pour agrandir l'église, ils ont dû creuser jusqu'au rocher pour refaire un socle destiné à accueillir les fondations de la nouvelle façade. Et cette dalle qui s'appuyait sur le rocher avait la largeur de l'église, avancée d'1 mètre environ devant la façade et affleurée à 5 mètres sous l'actuel parvis. Si on remonte dans les archives, on voit que le chantier de l'agrandissement s'était déroulé de 1874 à 1877 en 2 étapes. De mars 1874 à novembre 1875, il s'agissait du gros œuvre principalement, et entre 1876 et 1877, la voûte de la grande nef et les finitions devaient être terminées. Et le père d'Aspre décrivait ainsi la nouvelle façade élevée en 1874. C'était une façade en pierre de taille sur socle en pierre froide. L'agrandissement vers la place avec la construction de la nouvelle façade devait s'interrompre à partir de mai 1874 pour laisser travailler les archéologues parce que les premiers coups de pioche devant l'ancienne façade et à gauche de l'entrée actuelle avaient révélé des vestiges assez impressionnants. Je cite le père d'Aspre. Les premiers coups de pioche mirent à découvert, à une profondeur de 50 à 80 cm, des tombeaux gallo-romains. En effet, à l'endroit précis où se trouve la pierre angulaire nord-ouest, c'est-à-dire aujourd'hui à l'intersection de la place et du boulevard Émile Sicard, ont mis à jour une sorte de citerne ou réservoir dans lequel on avait enfoui 3 tombes gallo-romaines. Et sous cette citerne, 40 cm plus bas, se trouvait un autre réservoir et un 3e réservoir s'est trouvé à 27 cm plus profondément que le second et de même dimension. Enfin, à 40 cm au nord de ces citernes, on trouvait aussi un puits qui descendait d'1 mètre dans la roche vive et dont la profondeur totale était de 4,40 m, ce qui correspond à peu de choses près au relevé des techniciens d'Indelec qui ont enfoncé ces tiges conductrices à 5 mètres de profondeur. Les archéologues, en 1874, avaient trouvé beaucoup d'objets qui, malheureusement, sont tous allés se perdre dans les stocks des musées de Marseille. Selon le père d'Aspre, le curé de l'époque, il y avait des poteries du VIe siècle avant notre ère, datant de l'époque grecque, des poteries romaines et gallo-romaines, des médailles et monnaies des premiers siècles de l'art chrétienne, et enfin, ces tombeaux gallo-romains dans ces citernes dont nous avons déjà parlé. Si vous cherchez plus d'informations, eh bien je vous renvoie à ce petit livre que l'association des Amis de Saint-Ginier a édité, vous le trouverez sur Amazon. Il s'intitule Saint-Ginier 1840-1940, une épopée paroissiale, et le livre retrace les projets, travaux de rénovation qui ont abouti à l'église que nous connaissons aujourd'hui. Merci à la mairie de Marseille, bien sûr, pour avoir financé ces travaux sur le toit de l'église communale de Saint-Ginier. Merci à Indelec de les avoir réalisés. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.